Bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je vous présente un nouvel appareil compact à look vintage et qui en offre beaucoup. Et ce n'est pas le Nikon EM, mais bien le Nikon ZFC. Je vous présente donc le ZFC, le dernier appareil Nikon du système Z sans miroir. Et c'est le premier Nikon qu'on voit apparaître avec un écran orientable en tous sens. Donc, c'est vraiment intéressant. On va le voir en détail un peu plus loin. Et l'autre chose, c'est un appareil à allure classique, donc qui est vraiment copié sur les anciens appareils comme le FM ou le FE, qui étaient à l'époque des appareils à film. Donc, on retrouve l'ancien logo, des molettes mécaniques, vraiment qui sont vraiment géniales. Et comme vous voyez, avec mon ancien appareil de collection que j'ai, un vieux Nikon EM à film, bon, on voit que c'est pas mal similaire au point de vue des dimensions et du poids, tout ça. Donc, c'est vraiment intéressant de voir apparaître ce genre d'appareil-là qui en fait un appareil vraiment compact également avec l'objectif qu'on va voir en détail. Et je peux vous dire que c'est vraiment un bon feeling de retrouver ce genre d'appareil-là. Donc, comme je vous disais, c'est un 20.9 mégapixels. On retrouve les mêmes avantages qu'avec le système Z, c'est-à-dire la mise au point automatique à détection des yeux des humains ou des animaux. On va même avoir la fameuse boîte là, dans laquelle on peut demander de faire l'autofocus à l'intérieur seulement de cette boîte-là pour les yeux et donc éliminer si on a d'autres personnes alentour. Vraiment le même système qu'on retrouve là, avec le Z6 II, par exemple, que je possède. Qu'est-ce qui est compris avec l'appareil? Bon, tout d'abord, on va avoir la courroie, naturellement. On va avoir la pile EN-EL25 qui se trouve à être la même pile que le Z50. Donc, si vous avez un Z50, vous pouvez interchanger les piles, ça fonctionne. On va avoir le bouchon pour le boîtier, naturellement, ainsi que le chargeur mural. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut avoir différents kits qui sont offerts. Tout d'abord, on a plusieurs couleurs qui sont disponibles et il faut vérifier auprès de son marchand si les couleurs désirées sont en stock. Par exemple, chez L'Art Photo, bien, vous pouvez appeler et on va vous dire s'ils l'ont, sinon ils vont le commander. Et l'autre chose, c'est les différents objectifs qu'on peut se procurer à l'achat de la caméra. Donc ici, présentement, j'ai le 16-50 mm qui est VR et dont l'ouverture est variable entre 3.5 et 6.3. Donc ça en fait un objectif peu lumineux, naturellement, mais très compact. Donc ça peut être un objectif pour le prix qui est intéressant à avoir. Et bon, lorsqu'on veut l'utiliser, on déverrouille l'objectif ici. Un peu comme on retrouve avec les Zoom 24-70 f4 dans la série Z de Nikon. Et bon, ça fonctionne très très bien, je n'ai pas eu de problème. On va voir les tests un peu plus loin. Et aussi, on peut avoir le 28 mm plein capteur. Également, une autre chose qu'on pourrait faire, c'est de se procurer uniquement le boîtier et venir s'acheter, par exemple, le 50 mm 2.8 macro, si on aime faire ce genre de type de photo-là. Donc, ça peut représenter un bel alternatif là, au niveau du type d'objectif à acheter avec l'appareil. Ou encore, si on aime bien le portrait et on ne désire pas un objectif macro, bien le 50 mm de série Z 1.8 est excellent. Et bon, c'est sûr qu'on aura des meilleurs résultats avec ce genre d'objectif-là que l'objectif qui est inclus. Et finalement, bien écoutez, moi, que je vous conseille, c'est de vous procurer un protecteur d'écran, comme tous mes boîtiers que j'ai. Bien, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, l'écran qui tient en arrière, des fois, on peut l'endommager avec notre boucle de ceinture.
Bien, moi, j'aime bien acheter des protections en verre trempé. C'est très mince et ça se pose très bien. Il n'y a aucun résidu lorsqu'on veut l'enlever pour le remplacer, par exemple, et d'en mettre un autre. Donc, vraiment un plus. Moi, je vous le conseille, en tout cas, fortement, de venir vous procurer un protecteur d'écran pour le peu que ça coûte. Maintenant, au point de vue des caractéristiques, alors, on retrouve des ISO qui peuvent être réglés de 100 à 51 200 et qui est possible d'extensionner jusqu'à 204 800, mais bref, au-dessus de 51 800, ça commence vraiment à ne pas être utilisable. L'écran a 3 pouces en diagonale et est tactile. Donc, ça veut dire que lorsque je vais dans les menus de l'appareil, bien, à ce moment-là, on peut vraiment venir jouer avec les menus du bout du doigt. Donc, c'est beaucoup plus rapide que de venir avec le pad, venir chercher qu'est-ce qu'on désire. Et aussi, on verra plus loin comment c'est pratique pour la prise de vue, l'écran tactile. Les vitesses d'obturation vont de 4 secondes à 1/4 millième de seconde. Et naturellement, on a la pause B. Également, on va avoir une vitesse de synchronisation de 1/200 au flash. Et il est possible d'aller en haute synchronisation en activant la fonction Auto FP dans les réglages de l'appareil. La vitesse maximale à pleine résolution est de 11 vues par seconde et de 9 vues par seconde lorsqu'on sommes en RAW de 14 bits. Au niveau de sa plage de détection de l'autofocus en faible lumière, bien, lorsqu'on n'utilise pas la petite lumière qui est ici d'appoint, on peut aller à ce moment-là à -3 au niveau de la détection là, en faible lumière. Et pour avoir essayé, ça fonctionne drôlement bien. Son poids est de seulement 390 grammes sans l'objectif, donc ça en fait un appareil, comme je vous disais, très, très léger. Sur le dessus, les molettes ici qui sont mécaniques, vraiment, c'est agréable à utiliser. On sent l'écran entre chacun. C'est vraiment comme les anciens appareils, comme on pouvait avoir autrefois. Et on va avoir une petite fenêtre pour nous indiquer ici l'ouverture à laquelle on travaille. L'appareil fonctionne avec une pile, comme je vous disais, et un port de carte SD qui se trouve être dans le logement de la pile. Donc, on a tout simplement à pousser ici et venir chercher la carte mémoire. Donc, le compartiment est ici tout simplement. L'appareil est construit en magnésium et plastique. Je vous dirais que c'est solide en main. J'ai pas d'inquiétude à trimballer ça dans le fond de mon sac. Là. Vraiment, c'est une belle construction. On va avoir dans le côté ici 3 ports. Donc, on va avoir le premier port qui est un port mini HDMI. On va avoir un port USB-C. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on peut recharger la pile directement dans le boîtier parce que le chargeur qui est fourni avec l'appareil, bien, si on l'a laissé à la maison ou si on travaille sur notre ordinateur, bien, en connectant le boîtier à un ordinateur ou à une prise murale munie de port USB-C, bien, ça va recharger la pile. Et en plus de ça, si, par exemple, je fais des longues expositions ou du time-lapse et que, bon, je programme mon appareil pour prendre plusieurs photos sur 2-3 heures, bien, pour prévenir que la pile tombe morte, on peut brancher à ce moment-là soit sur secteur, sur le courant, ou encore sur une grosse pile externe afin de s'assurer de ne pas manquer de courant pour l'appareil. Donc, c'est via le port USB-C. Et finalement, on a une sortie, une entrée microphone. Et on n'a pas, par contre, de sortie pour un casque d'écoute. Pour la suite de la présentation, bien, je vais vous présenter les différents boutons, les molettes, tout ça en détail. Par la suite, je vais vous montrer dans le menu les trucs importants à retenir pour bien profiter du système sans miroir. Et finalement, j'ai mis à l'essai le ZFC avec Marie-Claude. Tout d'abord, on a fait un shooting à l'extérieur de jour avec des flashs. Et bon, j'ai utilisé l'objectif qui est en kit avec. Et j'ai utilisé également les flashs Godox, dont j'ai eu aucune difficulté là, au point de vue de communication avec le module X-Pro ou le X2. Ensuite de ça, nous sommes allés en soirée dehors
faire des photos avec les lumières de rue, les lumières de bâtiment seulement pour voir la montée en haut ISO. Naturellement, je n'ai pas utilisé le 16-50 parce qu'il est peu lumineux. J'ai donc utilisé le 50 mm 2.8 et aussi mon 85 mm 1.8. Et finalement, j'ai fait quelques photos encore en studio, seulement pour venir voir la différence de qualité entre le 16-50 et le 50 mm. Et par la suite, on revient pour la conclusion. On va donc voir les différentes molettes et boutons. Donc, on va avoir ici, premièrement, le levier pour sélectionner le mode. Donc, on va avoir soit le mode manuel, priorité à l'ouverture, priorité à la vitesse ou complètement automatique. Donc, c'est vraiment pour avoir accès, quelqu'un qui débute, par exemple, bien, dans ce programme-ci, dans le P-programme, bien, on va vraiment retrouver le mode complètement automatique de l'appareil. Ensuite de ça, ici, on va avoir la molette pour venir régler les ISO. Donc, on voit que c'est verrouillé. Donc, pour le déverrouiller, on appuie tout simplement au centre et on peut à ce moment-là venir sélectionner le ISO désiré. Il est à noter aussi qu'on peut faire ces ajustements-là via le menu. Par contre, on ne retrouve pas sur la molette une position automatique pour les ISO. Il faudra passer par le menu. Pour ce qui est de la molette des vitesses d'obturation, bien, on retrouve les mêmes valeurs qu'on avait autrefois sur les appareils photo à film, mais par contre, on a la position un tiers de stop, où on peut avoir à ce moment-là accès aux autres vitesses que l'appareil peut nous donner. Donc, à ce moment-là, on va venir le verrouiller sur un tiers de stop, et pour le déverrouiller, quand on veut aller accès, encore là, on appuie sur le centre. Et c'est vraiment, les crans sont vraiment bien faits. On sent très bien là, à chaque vitesse là, le cran d'arrêt. Donc voilà. Par la suite, on va voir bien entendu le déclencheur qui est ici avec le bouton d'interrupteur on-off. On va voir le bouton de mise en marche pour la vidéo qui est aussi programmable en mode photo. Et finalement, la compensation d'exposition. Comme on retrouve sur tous les appareils Nikon, sauf que ici, au lieu d'être un bouton poussoir, bien c'est vraiment une molette comme on avait autrefois. Donc vraiment très agréable à manipuler. Pour le dos de l'appareil, bien tout d'abord, on va voir le petit bouton qui est ici, comme tous les autres produits Nikon et plusieurs autres appareils numériques d'aujourd'hui. Le bouton pour afficher les fichiers, soit numériques ou les vidéos. Donc, à ce moment-là, avec l'écran, j'ai même accès à pouvoir venir pincer pour venir grossir sur la photo. En appuyant 2 fois, je reviens à la pleine image. Il y a aussi la possibilité d'appuyer sur le bouton OK au centre et à ce moment-là, on vient voir tout de suite où l'appareil a fait son focus, voir si on est bien à la bonne mise au point. Donc, c'est une façon de venir contrôler. Avec le pad, toujours, on peut venir aller parcourir les différentes programmations qu'on a affichées à l'affichage. Donc ici, on peut voir là, mes données de la photo, à quelle ouverture, quelle vitesse que j'ai travaillé. Et également, on peut l'avoir tout simplement avec les informations de base ou avoir simplement l'image. Encore là, tout ça, c'est programmable dans le boîtier selon ses besoins et ses goûts. Ensuite de ça, on va avoir le bouton ici pour la poubelle lorsqu'on veut supprimer une photo. Personnellement, moi, je supprime toujours à partir de l'écran. Je ne perds pas de temps à commencer à faire du classement dans le boîtier. Le petit bouton qui est ici, c'est primordial à connaître ses fonctions parce que ça vient délimiter comment je vais travailler soit avec le viseur ou le moniteur. Donc là, présentement, je suis en mode automatique. C'est-à-dire que lorsque je vais appuyer, on va voir, je vais venir en mode automatique. Ça veut dire que lorsque je ne suis pas devant le viseur, c'est le moniteur qui fonctionne. Mais aussitôt que je vais mettre mon œil ou que je vais passer devant le viseur, on va voir qu'il y a un petit carré qui est le sensor. On tombe à ce moment-là dans le viseur simplement qu'on va pouvoir voir. Si j'enlève mon visage, bien à ce moment-là, je vais revoir sur le moniteur ici. Par la suite, on va avoir une autre option qui est uniquement le viseur. Donc, ça veut dire que tant aussi longtemps que je regarde dans le viseur, je vais avoir toutes les informations, la photo d'afficher et rien ne va venir s'afficher sur le moniteur.
Ensuite de ça, si je rappuie une autre fois, je vais avoir seulement le moniteur. Donc, il va avoir aucunement, le viseur ne fonctionnera pas, même si j'approche mon œil, ça sera toujours par le moniteur. Et finalement, la dernière façon qui est un peu comme les DSLR, c'est-à-dire que je vais voir dans le moniteur, dans le viseur, excusez, la photo, et lorsque je prends une photo, la photo va s'afficher à l'arrière. Donc, il y a plusieurs façons de programmer, et c'est souvent des trucs comme ça ici qu'on va devoir apprendre parce que c'est très différent du DSLR. On va avoir le bouton qui est ici, qui peut être programmé de maintes façons, soit pour verrouiller l'exposition, verrouiller l'autofocus, on peut l'assigner à seulement l'autofocus. Bref, dans la programmation de l'appareil, on peut lui assigner plusieurs fonctions. On a la molette qui est ici à l'arrière, qui, lorsque, comme présentement, je suis en mode manuel, bien, à ce moment-là, va servir pour venir sélectionner ma vitesse. Donc, on peut voir ici que ma vitesse, elle est sélectionnée par la molette, alors que la molette avant sera pour l'ouverture, pour être réglée. Ensuite de ça, on va avoir le bouton I. Et ça, c'est vraiment important de bien connaître cette fonction-là du bouton I. C'est ici que je vais avoir des raccourcis pour avoir accès rapidement à des fonctions. Donc, lorsque j'appuie sur le bouton, on peut voir que j'ai plusieurs options et toutes ces options-là sont programmables. On va voir tantôt de quelle façon on peut le programmer et c'est selon son désir. Par contre, qu'est-ce qui est vraiment intéressant, c'est si je veux passer dans une optimisation d'image, comme si je fais du portrait, je vais aller en mode portrait, bien à ce moment-là, je vais venir chercher le mode neutre où on peut aller en noir et blanc, on peut venir en complètement uniforme ou flat. Bref, il y a différentes possibilités qu'on va... Et tout ça, il faut faire attention, c'est uniquement disponible soit sur les JPEG ou avec les RAW si on utilise le logiciel Nikon NX Studio. Donc, c'est bon à savoir, là. Et qu'est-ce qui est vraiment fantastique, si par exemple, moi je travaille en neutre pour du portrait, bien je peux rentrer dans le mode neutre et venir donner des petites recettes. Donc si j'ai, par exemple, j'ai l'objectif que j'ai présentement, le 16-50, que je le trouve un peu mou, bien je peux venir lui donner un peu plus de netteté ici, et etc., descendre soit pour... venir donner un peu plus de contraste. La clarté, c'est pour donner du contraste dynamique. Bref, on a une panoplie de réglages qu'on peut faire. Lorsque je reviens ici, bien là, je peux avoir accès à ma balance des blancs rapide. Encore là, j'ai différentes possibilités. Et, chose intéressante, contrairement souvent à certains appareils d'entrée de gamme qui n'offrent pas les Kelvin, bien, ici, on peut vraiment venir chercher le Kelvin, la température de couleur désirée. Donc, c'est vraiment un plus de pouvoir retrouver ça sur ce genre d'appareil-là. Donc, vraiment excellent. Ensuite de ça, on va avoir, si je reviens dans mon menu I, bon, les autres fonctions que je peux programmer, qu'on verra un petit peu plus loin. Et moi, j'aime bien, par exemple, avoir... ici, l'autofocus, le mode autofocus, c'est-à-dire soit en continu. Si je rentre à l'intérieur, bien, on va voir que j'ai le choix en ponctuel, c'est-à-dire que lorsque j'appuie, le focus se fait et ça ne bouge plus, alors qu'en mode AFC, c'est en continu. Je vous dirais qu'à 99% du temps, j'utilise le mode continu. Parce qu'avec le suivi sur les yeux, on est certain que si j'ai bougé ou le sujet a bougé, les yeux vont être conservés en tout temps au foyer. Le mode AFA, qui est complètement automatique, c'est l'appareil qui va sélectionner s'il passe en AFS ou AFC. Personnellement, je n'utilise pas ça. C'est bon lorsque quelqu'un débute, par exemple. Bon, il n'y aurait pas de problème à ce niveau-là. Et ici, c'est la mode de zone autofocus. Donc ici, c'est ici que je peux venir chercher, exemple, si je veux avoir priorité sur les yeux des personnes, ou encore si je veux avoir la même chose au niveau des animaux, bien à ce moment-là, je vais l'avoir juste ici au côté, sur les animaux. On peut avoir aussi en mode large ici pour les yeux, donc à l'intérieur de la boîte, si j'appuie, on va voir maintenant que lorsque je fais, on a un carré rouge, peut-être que c'est
pas trop visible à l'écran, mais j'ai un carré qui se déplace, que je peux venir sélectionner à l'intérieur uniquement la personne et le focus va se faire à l'intérieur de cette boîte-là, peu importe ce qui se trouve à l'extérieur. Donc, c'est vraiment des raccourcis qui sont vraiment très, très primordiaux à avoir là, dans le menu I. Par la suite, ici, bon, on a notre pad pour lorsqu'on peut déplacer notre point autofocus, pour parcourir les photos. On va avoir notre petite loupe lorsqu'on veut rapprocher sur la visualisation d'une photo. Donc, je vais venir chercher une photo ici. Donc, on va voir. Donc, je peux appuyer sur ma loupe pour venir grossir. Mais je vous dirais que, personnellement, je passe tout le temps avec l'écran tactile qui est vraiment fabuleux. Ensuite de ça, le bouton qui est ici, c'est pour le mode d'affichage de l'écran. Donc, on a différentes possibilités encore là, soit d'avoir moins d'informations. On va avoir avec l'histogramme, on va avoir l'horizon virtuel, on va avoir toute la programmation du boîtier de cette façon-ci. Bref, il y a vraiment plusieurs façons de voir. Et on va avoir aussi notre bouton pour accéder au menu. Donc, pour accéder au menu, bien, on va le voir en détail par la suite. On va pouvoir parcourir. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que l'écran est tactile, donc on peut vraiment venir parcourir le menu du bout des doigts. On va voir maintenant les différentes fonctions de l'écran tactile. Donc, présentement, si j'appuie, l'écran est complètement désactivé, donc peu importe où que je vais dessus, il n'y a rien qui se passe. Si j'appuie une autre fois, c'est positionner le point AF. Donc, exemple, je veux simplement positionner mon point autofocus, mais le focus ne se fera pas tant que aussi longtemps que je n'appuierai pas sur le déclencheur. Donc, c'est uniquement pour positionner le mode AF, alors que si j'appuie une deuxième fois, l'AF va être tactile. Ça veut dire que aussitôt que je vais appuyer ici, l'autofocus va se faire à cet endroit précis-là, en plus de conserver le point autofocus sur l'endroit que j'ai appuyé. Et finalement, on va avoir le tactile et le déclencheur. Donc, je peux venir encore là, comme tantôt, dire, bien, je veux prendre la mise au point sur mon jonc. Bien, je vais appuyer sur le jonc, sur l'écran, et lorsque je vais relâcher le doigt, la photo va se prendre. Comme on voit, bien c'est très agréable lorsque j'utilise le boîtier, surtout avec le moniteur à bout de bras ou en contre-plongée. Donc, je peux vraiment venir précisément demander un endroit pour faire le focus et prendre la photo. Donc, vraiment un plus à avoir. On va avoir également, lorsqu'on veut passer en mode de suivi du sujet, donc le bouton qui est en avant que je vais vous montrer tantôt, là, je suis présentement en détection des yeux. Mais si je voudrais, exemple, venir pour ma main, je pourrais venir tout simplement à ce moment-là appuyer sur mon bouton que j'ai programmé et venir soit dans le viseur ou avec le pad, sélectionner le point que je veux et appuyer sur le centre. Et à ce moment-là, ça va suivre l'endroit où que j'ai fait le focus. Ça se ferait la même chose en positionnant avec le doigt sur l'écran. Et lorsque je veux sortir de ce mode-là, j'ai tout simplement à appuyer ici au centre et je reviens au suivi sur les yeux. Pour ce qui est de l'avant de l'appareil, bien, on va avoir le bouton ici pour démonter l'objectif. Ensuite de ça, ici, on va avoir le fameux bouton de programmation sur lequel que je viens d'appuyer pour passer en mode de suivi du sujet, mais qui peut être aussi programmé dans le menu pour d'autres options. Et la molette qui est ici, comme je vous expliquais tantôt. Maintenant, on va aller voir les menus. Il est à noter là, que je vais vraiment faire un survol des principaux options parce qu'il y en a plusieurs. Donc, je vais y aller par onglet et on va regarder ensemble là, ceux qui sont importants pour moi. Donc, tout d'abord, l'option de visualisation qu'on va retrouver en troisième position ici. C'est ici qu'on peut venir, lorsqu'on regarde nos photos, venir assigner si je veux avoir, par exemple, les hautes lumières. À ce moment-là, lorsque je vais regarder la photo, bien, je vais avoir les hautes lumières qui vont être rayées pour nous indiquer l'endroit des hautes lumières. Et on va avoir une panoplie de trucs qu'on peut venir programmer. Moi, personnellement, j'aime bien avoir les deux derniers, c'est-à-dire une vue d'ensemble, donc d'avoir toutes mes données d'exposition,
Et aussi, lorsque je vais dans Aucune, à ce moment-là, j'ai seulement l'image et aucune autre information. Donc, c'est vraiment intéressant, mais encore là, ça va selon les goûts. Après ça, bien, je vais avoir affichage des photos. Bien, ça, encore là, ça dépend si on veut que les photos s'affichent après la prise de vue ou non. Et l'autre chose qui est importante pour moi, c'est la rotation des images ici. C'est lorsque je prends une photo à la verticale, comme on vient de voir, bien, au lieu d'apparaître, s'il est à on, je viens vous le montrer ici, vous allez voir. Donc, si je le mets à activer, le problème qu'on a, c'est qu'on a l'image qui est en très petit à la verticale, en format portrait. Donc, ça devient plus dur à regarder. C'est pour ça que moi, personnellement, je vais toujours le laisser à désactiver. Et ainsi, lorsque je regarde ma photo, bien, j'ai seulement tourné l'appareil de côté et j'ai la pleine image sur le moniteur. On revient dans le menu. On va aller dans le second onglet. Ici, on a des trucs vraiment intéressants, comme par exemple le nom du fichier. Normalement, par défaut, c'est DSC. Mais moi, j'aime bien donner le nom du boîtier au fichier. Donc, comme ici, on voit ZFC, alors que si j'utilise mon Z62, ça sera indiqué Z62, tout simplement. Et à ce moment-là, lorsque je parcours mes photos, bien, je sais laquelle qui est fait avec quel appareil. Et autrefois, lorsque j'avais le D850, bien, j'avais comme nom de fichier D85, ou j'aurais pu prendre aussi 850. Ensuite de ça, on va voir le réglage de la sensibilité. Très important celui-là parce qu'on n'a pas de auto-ISO à nulle part d'autre. Donc, lorsque je rentre dans le menu, bien c'est ici que je vais avoir le contrôle si je veux mettre l'ISO à automatique. Comme là, on le voit, là, qui est surligné. Bien, à ce moment-là, je vais dedans et le contrôle de la sensibilité, c'est sur automatique. Également, bien, on peut assigner, si on ne veut pas que l'appareil dépasse un certain ISO, bien c'est ici que je pourrais venir dire, bon bien, je ne veux pas que l'appareil monte plus haut que 12 800 ISO par exemple. Et l'autre chose que moi je viens programmer, c'est la réduction du bruit. Donc la réduction du bruit, c'est pour des longues expositions. Alors lorsque je prends une photo, disons de 6, 10 secondes, 20 secondes, bien il va y avoir un certain délai avant que la photo apparaisse parce qu'il se fait une réduction du bruit à ce moment-là. L'autre aussi que j'actionne à normal, c'est la réduction du bruit ISO. Ça veut dire lorsque je monte dans les hauts ISO, bien là, à ce moment-là, l'appareil va apporter un débruiteur. Et ça, c'est important ici de savoir que ça fonctionne uniquement avec les JPEG ou les RAW, si on ouvre les RAW ou les NEF sous Nikon NX Studio, parce que si, exemple, je vais dans un autre logiciel, bien, l'image du RAW va redevenir flat et ne tiendra pas compte de ces paramètres-là que je vais avoir assignés dans le boîtier. Même chose ici, le mode de mise au point, les modes AF, on va tout retrouver ça si on le programme bien dans notre menu I. Donc, c'est vraiment intéressant comme je vous dis toujours, de programmer votre menu I parce qu'au lieu d'avoir un peu partout à parcourir, on l'a tout simplement en appuyant sur notre bouton. Le mode de zone AF, bien, c'est ici qu'on va avoir tous les modes qu'on peut retrouver dans l'appareil. Donc, comme on voit là, on a plusieurs possibilités, comme exemple le mode zone réduite, c'est PIN qu'on appelle. C'est vraiment un très petit point autofocus à ce moment-là qui va être sélectionné. Bref, encore là, qu'on retrouve via le menu I, sous le mode AF. On va aller maintenant au menu vidéo. C'est un menu que je vais passer parce que, bon, bref, je ne fais pas de vidéo avec ces appareils-là. Maintenant, pour le menu de réglage personnalisé, bien, il y a des choses importantes à venir sélectionner. Tout d'abord, dans l'autofocus, bien, on va voir ici en mode AFC. Ça veut dire que lorsqu'on est en continu, est-ce que je veux avoir la priorité, si je rentre dedans, à la mise au point ou au déclenchement? Donc, encore là, ça ici, ça devient une question de goût et de type de photographie qu'on fait. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport, qui fait beaucoup de suivi,
pourrait avoir tendance à aimer mieux au déclenchement, c'est-à-dire que la photo va se prendre, même si la mise au point n'est pas parfaite, alors que ici, la photo va se prendre en rafale quand même, mais uniquement si la mise au point a été effectuée. Les points AF utilisés, c'est le nombre de points. Donc, si on rentre à l'intérieur, ici, dedans, on va voir que là, à ce moment-là, la caméra va utiliser tous ces points autofocus pour faire la mise au point, alors que dans l'option du bas, 1 point sur 2, ça sera, comme c'est indiqué, seulement 1 point sur 2. Donc, c'est plus rapide de parcourir lorsqu'on veut traverser le viseur avec un point autofocus. Même chose ici, l'illuminateur d'assistance autofocus, c'est la petite lumière qui est en avant pour venir éclairer le sujet lorsque il fait trop noir. Moi, je désassigne ça parce que c'est distrayant pour la personne qu'on photographie de recevoir là, ce genre de petits rayons lumineux. Là. Bref, pour moi, je laisse ça là, à off toujours. La section mesure, si on va dans l'autre onglet, donc on va venir mesure exposition. À cet endroit-là, je n'apporte aucun réglage. Maintenant, dans l'onglet C, on va rentrer à l'intérieur. Le prochain que je fais des réglages, c'est dans le délai d'extinction. Ça, c'est pour venir à ce moment-là, soit dans le viseur ou dans le moniteur, bien dire combien de temps qu'on veut que, exemple, la visualisation reste allumée, les menus restent allumés, l'affichage des photos et combien de temps que l'appareil, avant de tomber en veille, là, présentement, j'ai tout mis à 10 minutes pour les besoins de la vidéo, mais normalement, la visualisation, moi, je place ça à 10 secondes, le menu à 20 secondes, l'affichage des images à 10 secondes et la temporisation du mode veille, bien, je mets ça à 30 secondes. Encore là, toujours, c'est une question de choix et de goût. Maintenant, si on revient dans le menu D, qui est la prise de vue et affichage, on va avoir le type d'obturateur. C'est ici qu'on peut venir demander que l'obturateur soit automatique, qui va choisir entre l'obturateur mécanique ou l'obturateur électronique. Et bon, je peux passer en obturateur électronique au premier rideau également. Donc, encore là, dépendamment de nos besoins. Le D8, si on veut avoir un quadrillage affiché dans le viseur, donc c'est vraiment intéressant. Donc, à ce moment-là, on peut l'avoir soit en 4x4. Donc, si je le mets ici en 4x4 et je reviens sur mon moniteur, on va voir. Vous voyez, j'ai à ce moment-là mon quadrillage et je peux aussi venir le choisir en 3x3 et on va voir qu'est-ce que ça fait. Vous voyez, on a la règle des tiers. Donc, moi, ce format-là, c'est le format que, personnellement, je choisis, justement pour avoir, aider à avoir une ligne d'horizon droite, autant à la verticale qu'à l'horizontale, et aussi pour avoir la règle des tiers. On revient dans le menu. Maintenant, le bracketing est flash dans l'option E. Bien, ici, c'est important, très important pour ceux qui font du portrait, bien de venir la vitesse synchro au flash. Et normalement, par défaut, il est ici à 1/2 centième de seconde. Mais lorsqu'on le met en auto FP, c'est là que lorsqu'on fait de la photo en HSS, en haute synchronisation avec les flashs Godox, par exemple, et que je veux travailler à 1/2 millième de seconde, bien, il faut que cette option-là soit activée. Donc, par défaut, moi, je laisse tout le temps à Auto-FP, puis bon, ça me sauve des problèmes d'aller chercher ça là, par la suite. Et là, on rentre dans l'onglet F, qui sont les commandes. Et ça, c'est vraiment important. On a beaucoup de choses là-dedans. Donc, par exemple, si on vient dans F1, c'est ici que je peux venir personnaliser le menu I qu'on voyait tantôt ici. Là. Donc, si je reviens sur mon écran, bon, lorsque j'appuie et que je voudrais remplacer le D-Lightning par une autre fonction, bien, ça va être dans mon menu ici, qu'on va venir dans le menu F, F1, et on va voir ici là, que ça l'est ça ici qu'on voyait tantôt. Donc, si je voudrais remplacer le D-Lightning par une autre option, bien, j'ai juste à appuyer et là, voilà les autres options que je peux avoir. Donc, exemple, je voudrais avoir le mode silencieux comme on voyait tantôt. Bien là, à ce moment-là, je vais avoir
le mode de silencieux de fait. Donc, je clique sur Menu et si je reviens sur mon viseur et j'appuie sur... On voit qu'ici, maintenant, j'ai l'option d'avoir le mode silencieux directement en raccourci sur le menu I. Donc, c'est vraiment important d'aller bien programmer selon ses propres choix. Et comme je vous disais, moi, en tout cas, il y en a, les deux menus qui sont ici, là, c'est vraiment le primordial pour moi. On revient à notre menu, dans le menu F. Donc, on a vu F1. Et l'autre chose qui est importante, c'est le menu F2 de les commandes personnalisées. Donc, là encore, là, c'est très important parce que ça me permet d'assigner mon bouton qui est en avant, comme là, présentement, il est en suivi du sujet. Donc, je pourrais rentrer dedans et aller encore là, y assigner autre chose. Moi, je vous conseille vraiment d'aller avec le suivi du sujet parce que c'est très rapide. On pèse sur le bouton et on a notre boîte, on peut coller et voilà, le tour est joué. Et on peut continuer à parcourir ainsi de suite, là, tous les boutons qui peuvent être programmés. Ici, c'est lorsqu'on utilise un objectif avec des boutons de fonction. Mais à ce moment-là, ça va être ici qu'on peut venir les programmer de différentes façons. Et voilà pour la bague de programmation qui se trouve à être sur chacun des objectifs Z. Et lorsqu'on rentre à l'intérieur, on va voir que ici, moi, vu qu'on ne peut pas assigner avec le ZFC l'ISO, bien, je vais venir mettre à ce moment-là la correction d'exposition qui est la même chose que la petite roulette mécanique qu'on a sur le dessus de l'appareil. Donc, voilà. Un autre endroit qui est vraiment intéressant à aller, c'est le F4. Donc, le F4, lui, qu'est-ce qui est intéressant dans cet onglet-là? C'est lorsque je parcours mes photos avec la molette secondaire qui est en avant, bien, en la tournant, je peux défiler les photos par groupe de 10 ou moi, j'aime bien par 50. Donc, on va avoir par 50 images. Donc, voilà. C'est à ce moment-là, je vais avoir là, mes 50 images là, lorsque je vais tourner ma molette secondaire à l'avant. Donc, c'est une affaire qui est le fun à avoir lorsqu'on ne veut pas défiler à l'écran toutes les photos, même si on a l'écran tactile. Pour le menu G, comme je vous disais, puisque je ne fais pas de vidéo, bien, on va sauter cette étape-là. Maintenant, dans le menu configuration, et encore là, ici, c'est un des trucs qui est bon à aller rapporter dans notre menu personnalisé qu'on va voir en dernier. Exemple comme formater la carte. Donc, c'est ici que je vais venir rentrer et venir effacer toutes les images et remettre la carte à zéro. Et ça, c'est vraiment important. Beaucoup de gens, je vois ça, qui achètent une nouvelle carte mémoire et ne formatent pas la carte avant d'utiliser. Parce que lorsqu'on formate la carte, non seulement ça efface la carte, mais aussi ça crée un dossier avec le nom de l'appareil sur la carte. Donc, pour éviter des fois qu'il y ait un bug, bien, c'est vraiment important lorsque vous avez une nouvelle carte ou une carte qui vient d'un autre appareil que vous avez utilisé, exemple, dans le D850, vous le mettez dans cet appareil-là, de reformater la carte avec l'appareil que vous allez utiliser. Et ça, peu importe que ce soit avec le ZFC ou le Z62 ou le D850, on doit toujours reformater. Limiter les choix du mode du moniteur. C'est ici, comme on voyait tantôt, avec le bouton sur le côté, bien que je peux venir soit sélectionner le viseur et le moniteur automatiquement, seulement le moniteur, bref, c'est ici qu'on pourrait venir enlever des sélections. Et l'autre option, légende des images, bien normalement, ça serait mon appareil, je l'aurais activé. Par exemple, moi, qu'est-ce que j'aime bien inscrire ici, c'est retouche interdite. Donc, dans l'EXIF, ça sera indiqué que les retouches de mes photos sont interdites à part de mon approbation. Et même chose pour l'information du copyright. Bien, je peux venir mettre mon nom comme photographe et, exemple, Copyright Studio Photomod. Donc, c'est ici que je viens inscrire tout ça normalement. L'option de signal sonore, c'est ici que lorsqu'on prend l'autofocus en ponctuel, AFS, et que je veux avoir une confirmation par sonore que l'autofocus est effectué, c'est ici que je vais venir mettre le signal sonore. Donc, si je rentre dedans, je vais l'activer. Et là, on va voir que on entend le bip à chaque fois que l'autofocus a été effectué.
Et on a différentes options là, pour avoir un son plus grave ou plus aigu. Bref, c'est vraiment au choix. Les commandes tactiles, bien si on ne voudrait pas qu'on puisse déprogrammer par ici, bien je peux venir vraiment à ce moment-là le désactiver, le mode tactile, ou le garder seulement pour visualiser les photos. Bref, il y a une panoplie là, de façons qu'on peut programmer le mode tactile. Le mode avion, moi personnellement, je laisse tout le temps ça à activer parce que ça va fermer les options de se connecter par Bluetooth ou par Wi-Fi, parce que, bon, lorsque le mode avion est à off, bien, l'appareil peut chercher constamment des réseaux, bref. Et pour moi, c'est une façon que je prolonge la charge dans mes piles. Ça ici, c'est vraiment important. Par défaut, lorsqu'on reçoit l'appareil, il est à OK pour le déclenchement. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est que si je n'ai pas de carte mémoire à l'intérieur, je prends des photos, et c'est un peu un genre de mode démo pour les boutiques. Et on peut se faire jouer des tours. Si je n'ai pas mis de carte, je pensais d'avoir une carte, je fais des photos, puis à la fin du shooting, je m'aperçois que je n'avais pas de carte. Bien, il faut recommencer. Alors que si je le mets à désactiver, bien à ce moment-là, si je n'ai pas de carte mémoire dans l'appareil, bien à ce moment-là, l'appareil ne prendra pas tout simplement de photos. Et finalement, bien ici, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est enregistrer et charger des réglages. Donc, je pourrais envoyer sur ma carte mémoire, par exemple, tous les réglages de l'appareil. Donc, si je rentre dedans, vous allez voir, enregistrer mes menus, je clique dessus et sur la carte mémoire, c'est créé un fichier dans lequel tous mes réglages sont inscrits. Donc, si, exemple, j'enverrais mon appareil pour réparation, il revient, l'appareil a été remis à 0, bien, je pourrais seulement avoir inséré ma carte mémoire et à ce moment-là, aller charger des réglages, des menus. Donc, vous voyez ici, j'ai chargé, j'appuierai dessus et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait sur ma carte mémoire va être envoyé dans le boîtier. Il va remettre mes réglages que j'avais. Donc, vous pouvez sauvegarder ce fichier-là dans votre ordinateur. C'est toujours très bon d'avoir une sauvegarde. Et finalement, bien, on va avoir la version du firmware. Lorsqu'un nouveau firmware apparaît, bien, c'est ici qu'on voit là, les versions du firmware. Et finalement, on va avoir l'onglet personnalisé. Et c'est ici, comme je vous disais tantôt, qui est vraiment intéressant de venir chercher des éléments provenant de tous les autres menus et de venir installer ça dans cet onglet-là. Donc, exemple, comme je vous disais, qu'est-ce qui est important, vu qu'on n'a pas de auto-ISO sur la molette mécanique ou encore sur la bague de programmation de l'objectif, bien c'est ici que c'est pratique de l'avoir rapidement. Donc, je peux tout simplement rentrer dedans et venir chercher mon auto au ISO. Si je veux le désactiver, voilà, c'est désactivé. Et j'ai ma sensibilité à 100 qui est présentement. Donc, très important d'avoir ce raccourci-là. Même chose, si je veux formater ma carte mémoire, bien, au lieu de savoir dans quel menu déjà je trouve ça, bien, c'est là que je vais venir ajouter cette option-là. Donc, je pourrais, exemple, ajouter des éléments. On fait tout simplement venir dessus. Et, bon, je voudrais mettre, par exemple, les options de visualisation. Je paye sur OK. Voilà. On revient. Et on voit qu'il est en haut maintenant. Et je peux le mettre. Si pour moi, c'est pas prioritaire, bien, je peux ordonner les éléments. Donc, je pèse dessus ici. Et qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais lui ici. Là, je vais le prendre, puis je vais le descendre en dernier. Je peux dire le formatage de la carte, c'est pour moi plus important. Je vais le mettre en premier. Voilà. Et je reviens. Et on voit que l'ordre a été changé. Donc, un menu très, très, très important à connaître parce que c'est là qu'on peut venir vraiment tout regrouper des éléments provenant de différents menus. Alors, on passe au test pratique. Je suis avec Marie-Claude qui a revêtu aujourd'hui des vêtements des années 70 pour justement démontrer le ZFC. Donc, je vais faire une couple de photos avec Marie qui tient l'appareil.
Puis ensuite de ça, bien, je vais faire des photos directement avec ce modèle-là et on va voir un peu les résultats. Par la suite, bien, on va aller faire aussi des tests plus tard en soirée et finalement des tests également en studio. Donc, je vous laisse découvrir ça en même temps que moi. Pose par là. Ouais, oui, ça fait beau ça. Oui. Très beau ça, très beau. Wow. Donc maintenant, j'ai monté mon Godox XT2 sur le boîtier et on va shooter avec le ZFC. On regarde ça. Eh beau, yes! Oh, c'est beau ça! Donc, on a vu avec le grillage, maintenant, on a un petit mur ici avec 2 teintes. Donc, on va essayer, soit ici avec le ZFC. On regarde ça ensemble. On va en refaire, tu vas t'emmener vers moi. Il est vers moi. Je regarde voir ce que ça te dit. Oh oui, c'est beau ça. Tourne les épaules vers moi un peu. Pas beaucoup. Comme ça, yes. Alors, on vient de finir le shooting. Je peux vous dire que l'autofocus va extrêmement bien. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Même en plein pied, ça détecte bien le visage. J'ai essayé à différentes vitesses, différents ISO aussi pour aller plus vite, pour compenser. Et écoutez, en tout cas, c'est vraiment un beau petit appareil. Puis, en plus de ça, bien, son écran orientable, comme je disais tantôt, bien, ça en fait un plus parce que vraiment, ça rend l'ergonomie de la prise de vue là, en photo, surtout quand on est en plongée ou en contre-plongée, bien, c'est vraiment l'article idéal. Et en tout cas, on verra si les prochains modèles de Nikon risqueront d'avoir cet écran orientable-là. Donc, maintenant, on va aller voir de soir, comme je disais au préalable, puis par la suite, on va aller en studio. On attend-tu ici pour le soir? Oui. On attend ici pour le soir? Et n'oubliez pas que c'est un peu la technologie de Star Trek. Scotty, beam me up. Bon, nous voilà maintenant devant le Grand Théâtre à Québec. On va essayer maintenant en lumière ambiante avec les lumières du bâtiment seulement, le ZFC. J'ai apporté le 50 mm macro 2.8 et aussi le 85 mm 1.8. Donc, on va essayer ça ici à l'entour du bâtiment, puis on va regarder les résultats ensemble.
Maintenant, on essaie en studio le ZFC. Je vais tout d'abord essayer avec l'objectif qui est fourni avec, soit le 16-50, et ensuite de ça avec le 50 mm macro 2.8. Donc, comme vous avez vu, écoutez, c'est vraiment un bon appareil. Moi, j'ai adoré l'écran orientable. Écoutez, quand on est habitué avec les Z6 II, par exemple, qu'on fait du portrait en plongée ou en contre-plongée, tant qu'on est en mode paysage, c'est-à-dire en format paysage, comme ça ici, il n'y a pas de problème. On peut basculer l'écran, il n'y a pas de problème. Par contre, lorsqu'on passe en format portrait, bien c'est là que ça se corse. Parfois, étant comme ça ici, je ne suis pas en mesure de voir adéquatement l'écran. Et à ce moment-là, bien, je peux mal cadrer. Donc, c'est là qui est vraiment intéressant d'avoir l'écran qui est vraiment orientable en tous sens. Ça me permet de vraiment avoir toute la composition de ma photo parfaitement. Et autant lorsque je suis en contre-plongée au sol, bien, avant, je devais aller jusqu'au sol pour bien voir mon écran. Maintenant, je peux rester accroupi et voir vraiment le cadrage. Donc, en tout cas, pour moi, c'est vraiment un plus. C'est encore mieux lorsqu'on est en vidéo, quelqu'un qui veut, par exemple, venir faire du vlog. Bien, à ce moment-là, avec l'écran qui s'oriente vers l'avant, bien, ça devient vraiment intéressant, comme par exemple, je filme avec mon ZV1 de Sony et j'ai l'écran qui est orienté vers moi. Je peux vraiment voir le cadrage et tout ça. Et l'autre chose qui serait vraiment intéressant de voir chez Nikon, c'est un peu une poignée comme on retrouve avec le Sony. Comme ici, j'ai ma poignée pour le Sony et j'ai des fonctions de télécommande dessus qui fonctionnent par Bluetooth. Et l'appareil est Bluetooth également. Donc, ça serait intéressant de voir chez Nikon un genre de poignée comme ça ici et qu'on pourrait venir, vous allez voir, je vais juste apposer la poignée du Sony sur le Z et vous voyez comment que ça devient intéressant lorsqu'on veut se filmer. Bon, je vais avoir tout devant moi, on va avoir les contrôles, ça pivote. Donc, si je veux avoir les contrôles devant moi, j'ai la poignée avec les contrôles ici. Et bon, il n'y a aucun problème. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de poignée-là. Présentement, Nikon ont un télécommande, le modèle ML-L7. Et je crois que par les images que j'ai vues sur le net, bien, je crois que Small Rig, qui font des cages, bon, qui est connu quand même de bien des photographes, je crois qu'ils vont sortir un petit trépied comme ça ici, poigné, et dans laquelle va avoir un petit compartiment pour venir mettre la télécommande, déposer la télécommande. Donc, ça va être à surveiller. Ceux qui aimeraient avoir ce genre d'accessoires-là, bien, on pourra voir avec Small Rig si effectivement ils sortent avec cet appareil-là qui est fabuleux pour faire des vlogs ou encore diffuser même en direct. Et j'ai reçu un courriel de dernière heure de Small Rig qui nous présente une braquette pour le ZFC, donc avec une petite poignée. Et c'est vraiment peu dispendieux, là, c'est dans les 34 $ américains. Et je l'ai, moi, sur mon Sony ZV1 et ça aide beaucoup là, pour la prise en main de l'appareil. Donc, si vous trouvez que, bon, la poignée du Z50 ou du Z6 ou peu importe vous manque, bien, on a maintenant de disponible cette poignée-là à peu de frais. Et comme je vous disais, bien, j'attends toujours aussi l'annonce du petit trépied qu'on pourra mettre la télécommande là, de Nikon à l'intérieur pour s'en servir comme poignée de déclenchement à distance ou pour faire des vlogs.
Et selon mes tests, bien, écoutez, l'autofocus a très bien réagi, même dans basse lumière. J'ai aucune difficulté. La montée ISO est quand même excellente pour un demi-capteur. Bon, on n'a pas la même qualité qu'on va retrouver avec un plein capteur comme le Z6 II, par exemple, mais c'est quand même très satisfaisant. Et je vous dirais que c'est un appareil qui est vraiment agréable à trimballer et juste par son look, comme je vous disais, moi en tout cas, quand je prenais des photos avec ça, les gens me regardaient, ils croyaient que j'avais un ancien appareil à film encore. Donc, c'est assez spécial de travailler avec ce genre d'appareil-là. Concernant les prix, bien le boîtier seul se vend à 1 299 $. On peut l'avoir avec le 16-50 mm, comme je vous disais, à 1 499 $ ou encore avec le 28 mm plein capteur qui est à 1 599 $. Il est à noter que le boîtier n'est pas stabilisé, donc c'est vraiment avec l'objectif qu'on va devoir avoir des objectifs VR, donc stabilisés, pour profiter de la stabilisation optique. Maintenant, il est possible d'avoir une stabilisation électronique lorsque l'on filme dans le boîtier, mais ce n'est pas comme le Z6 II où le capteur va être stabilisé. Donc, c'est bon à savoir là, lorsque on utilise l'appareil et choisir les objectifs en conséquence, comme par exemple lorsque j'ai travaillé avec mon 85 mm qui n'est pas stabilisé, bien à ce moment-là, j'ai augmenté ma vitesse d'obturation pour être certain de ne pas avoir des flous de bouger. Donc, c'est une bonne chose à savoir. Et n'oubliez pas que l'appareil, pour bien profiter des fichiers de l'appareil, moi, je vous recommande le logiciel Nikon Studio NX parce que c'est un logiciel qui prend en charge toutes les caractéristiques que l'appareil apporte dans les fichiers. Parce que j'entends souvent les gens me dire bon, j'ai pris des JPEG en même temps que mes RAW et mes JPEG, bien, ils sortent tout le temps mieux que les RAW. C'est tout simplement parce que le JPEG enregistre toutes les informations du boîtier, alors que le RAW, lorsqu'on l'envoie dans un autre logiciel autre que Studio NX, bien, l'image du capteur revient flat ou neutre, et à ce moment-là, on peut avoir des profils qui vont venir un peu copier qu'est-ce que l'appareil fait, mais sans apporter toutes les caractéristiques et les améliorations que le boîtier peut apporter au fichier. C'est pour ça que lorsqu'on rouvre nos nefs dans Studio NX, par exemple, bien, on va retrouver la même image avec les mêmes choses que le JPEG, alors que dans d'autres logiciels, bien, à ce moment-là, il faut vraiment revenir et refaire certains réglages pour retrouver les mêmes choses. Donc, et ce logiciel-là est gratuit en plus. Je vous mets en bas de la page ici le lien pour aller télécharger le logiciel là, gratuit chez Nikon. Les points négatifs, pour moi, ça a été surtout le ISO, qu'on n'a pas accès à l'auto-ISO, sauf que passer par le menu. Donc, sur la molette ici de ISO, on aurait pu avoir une position A pour automatique, qui aurait été plus rapide. Mais par contre, qu'est-ce qu'on je vous conseille de faire? C'est dans le menu personnalisé, comme on a vu tantôt, bien d'aller inscrire à l'intérieur vraiment le raccourci pour mettre l'appareil en auto-ISO, donc c'est beaucoup plus rapide. Et l'autre chose, bon, la bague de programmation qu'on retrouve sur les objectifs de série Z, bien, dans le boîtier, ici, on ne peut pas assigner à cette bague-là les ISO encore. Donc, c'est sûr que, bon, par le prix demandé, comparativement à un Z6 II, par exemple, bien, c'est normal qu'on va retrouver des fonctions plus évoluées à cause du type de boîtier et aussi du prix payé. Mais c'est pour que vous sachiez que ce n'est pas disponible avec la programmation de la bague. Et peut-être la dernière chose aussi, c'est le niveau de la pile. Au lieu d'être indiqué en pourcentage combien de charge restantes, bien, dans cet appareil-ci, on a seulement un indicateur à 3 barres là, qui nous indique soit 75, 50 ou 25 de charge résiduelle, alors que dans le Z6 II, par exemple, on va retrouver en pourcentage là, bien précis. Il n'en reste pas moins que pour le prix, écoutez, moi, je le conseille fortement. Je vous le dis, c'est vraiment agréable à utiliser.
L'écran, lorsqu'on peut la tourner comme ça ici, quand on la remise, donc toujours bien protégé. En tout cas, j'espère de voir de plus en plus ce genre d'écran-là sur les prochains appareils de série Z de chez Nikon, car c'est vraiment un plus, en tout cas, même pour les photographes, parce que je sais que pour ceux qui font de la vidéo, c'est très prisé, mais comme photographe aussi, avec l'utilisation, je vous le dis, j'adore ce genre d'écran-là. Et maintenant, à qui s'adresse le ZFC? Bien, écoutez, ça peut être aussi bien à une personne qui arrive du cellulaire avec son téléphone intelligent qui est tanné de voir le type de photo qu'on peut avoir avec ça, même si de plus en plus on a de la belle photo, mais qu'on veut avoir vraiment une qualité là, qui surpasse celle des téléphones. Bien, vraiment, c'est quelqu'un qui s'en va vers le sans miroir. C'est vraiment un appareil là, fabuleux là, pour commencer à apprendre le système des sans miroirs. Ça peut être aussi pour le photographe qui cherche un deuxième boîtier comme réserve ou de backup, et à ce moment-là, d'avoir quelque chose de petit et discret à avoir. Donc, aussi, ça peut être vraiment intéressant de se procurer ça comme deuxième appareil. Et finalement, bien écoutez, juste pour le look, moi, en tout cas, j'aimerais bien voir Nikon nous sortir ce même genre d'appareil-là, mais en plein capteur. Je serais vraiment très preneur à ce moment-là d'un plein capteur de ce type d'appareil-là. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a l'avantage du capteur DX ou du demi-capteur, c'est-à-dire qu'on multiplie par 1,5 la longueur de focale. Donc, si je mets un 200 mm sur cet appareil-là, j'obtiendrai l'équivalent d'un 300 mm. Donc, ça peut être vraiment intéressant lorsqu'on veut aussi avoir un appareil qui va rapprocher un peu plus. Donc, c'est une autre chose que le DX peut nous apporter. Et je vous conseille de vraiment venir lire le mode d'instruction complet. Le mode d'instruction qui est fourni dans la boîte, c'est un mode général, mais on peut aller télécharger sur le centre de téléchargement de Nikon le mode complet. Et je vous conseille de le parcourir parce que maintenant, c'est fini l'ère des appareils où on n'avait presque pas d'électronique à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est vraiment des appareils, des mini-ordinateurs, et c'est important de bien connaître son système. Et les sans miroir sont encore en avance de les DSLR au point de vue de programmation et possibilités. Donc, il faut vraiment bien lire son manuel, faire des tests et essais. Le menu I, comme on a vu tantôt, c'est vraiment essentiel pour vraiment bien avoir accès à toutes les fonctionnalités du boîtier. Le prix, tant qu'à moi, est vraiment honnête par rapport à ce que l'appareil offre. Et bon, pour ce qui est de l'objectif, bien, ça sera selon vos besoins, à savoir si vous prenez le 16-50 mm ou vous optez pour un 50 mm. Bref, il y a plusieurs possibilités et plusieurs couleurs, comme je vous disais. Et je voulais revenir sur ma capsule où je vous avais présenté les 70-200 mm, soit en monture F et Z. Bien écoutez, finalement, j'ai décidé d'aller vers la monture Z. Donc, j'ai remplacé mon 70-200 mm en monture F pour la version Z. Tout simplement, écoutez, depuis que j'utilise mon Z6 II, bien, je suis en constante progression du système Z. Et bon, j'ai appris moi aussi à utiliser de plus en plus les fonctionnalités. Et qu'est-ce qui me manquait sur mon ancien objectif? C'était justement la bague de fonction qu'on a ici, de programmation, c'est-à-dire que je peux venir assigner, par exemple, les ISO. Donc, comme je fais beaucoup de portraits et souvent en contre-jour, bien, écoutez, pour avoir utilisé, par exemple, le 85 mm, où que je pouvais vraiment venir choisir la bonne luminosité directement en voyant dans le viseur l'effet, bien, lorsque je passais avec mon 70-200, cela, ça me manquait, je ne l'avais pas. Donc, c'est une des raisons. Et l'autre raison, c'est pour les boutons de fonction. Donc, si, exemple, je suis en priorité aux yeux et pour une raison X, je veux passer en suivi du sujet, bien, au lieu de venir sur le boîtier, en ayant notre main proche de la bague zoom, je peux appuyer
soit de n'importe quel des doigts sur les boutons de fonction et enclencher directement le système de suivi du sujet. Donc, pour moi, juste ça, ça a valu la peine vraiment de venir remplacer mon ancien 70-200 par celui-là. Et je suis vraiment content. Merci à L'Art Photo pour m'avoir procuré cet objectif-là parce qu'ils sont vraiment en demande. Et je peux vous dire que les résultats sont fantastiques avec le Z6 II et avec le ZFC, c'est la même chose. Écoutez, on se retrouve avec un 300 mm 2.8, donc c'est vraiment excellent. Peut-être la petite chose à noter, c'est que lorsqu'on monte le ZFC sur l'objectif, l'objectif est beaucoup plus lourd que l'appareil, donc il faut vraiment manipuler le tout par l'objectif et non pas par le boîtier parce qu'on risquerait d'endommager la monture. Donc, c'était un petit retour sur le 70-200 mm, donc je suis très heureux d'avoir fait l'acquisition. Et pour terminer, bien, je surveille attentivement l'avenue du Z9 prochainement parce que, bon, on a vu les premières photos du boîtier, on a des rumeurs que ça sera un 45 mégapixels, bref, un tas de trucs. Et on sait qu'il y a une convention ou un gros show de photos en Angleterre là, du 18 au 21 septembre prochain. Et peut-être qu'on Nikon en profiteront pour annoncer l'avenue du Z9. Bref, c'est à voir. On surveille ça. Et bon, avec L'Art Photo, on compte bien là, de vous présenter le Z9 là, aussitôt qu'il sera disponible. Donc, on s'attend peut-être à l'entour des fêtes, si on est chanceux avant ça. Mais bref, on surveille pour mettre la main sur un Z9 et venir vous le présenter là, en exclusivité là, le plus rapidement qu'il sera sorti. Donc, voilà pour le ZFC. Bien, c'est vraiment un bel appareil. Moi, en tout cas, pour le prix, je le recommande fortement. Si vous avez des questions concernant la disponibilité des couleurs ou les kits offerts, bien, vous pouvez contacter L'Art Photo tout simplement sur leur page Facebook ou encore en allant sur leur site Internet où vous pouvez envoyer un courriel. Donc, vraiment, ils sont là pour vous éclairer si vous avez des besoins bien spécifiques. Donc, voilà, si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez les laisser ici. Et d'ici la prochaine capsule, bien, je vous souhaite des bonnes photos et à très bientôt. Ooh, ooh, ooh.